Bonjour, je suis très heureux d'être ce soir ici parmi vous et merci à le professeur Rabal de m'avoir invité à parler sur l'imagerie du ventricule droit en IRM, du normal au pathologique. Donc il y a plein de volets qui ont été déjà dévoilés. Donc j'irai vite. C'est vrai que la fonction du ventricule droit a pas mal d'intérêt déjà pronostique dans pas mal de maladies comme l'HTAP, la cardiomyopathie dilatée, intérêt diagnostique et pronostique dans la dysplasie ventriculaire droite arrhythmogène et aussi dans tout ce qui est maladie cardiomyopathie congénitale mais aussi coronariopathie. Alors, vous avez vu déjà tout à l'heure cette anatomie très particulière, un peu en U du ventricule droit, avec cette bandette ensiforme qui a deux composantes. Ici, vous voyez la bandette septomarginale et cette muscle papillaire antérieure qui divise un peu le ventricule droit comme une chambre de chasse au-dessus et une chambre de remplissage en dessous. Donc le ventricule droit est très très différent du ventricule gauche pour de nombreuses raisons. Une de ces raisons pour sa fonction, c'est que, comme vous voyez ici déjà, le ventricule gauche compte beaucoup aussi sur sa force radiaire, alors que la contraction radiaire dans le ventricule droit est beaucoup moins important. Il compte justement beaucoup sur la contraction transversale et le fameux TAPS. C'est pour ça qu'il est un aussi bon reflet de la fonction du ventricule droit. Il est aussi un peu plus dilaté normalement que le ventricule gauche, avec des retards de contraction selon les régions qui sont physiologiques, comme par exemple l'infundibulum pulmonaire qui se contracte un peu plus tard que le reste normalement du ventricule droit. Donc c'est vrai qu'il est assez difficile à modéliser, ça dépend de quel groupe on fait. Si on fait un 4 cavité, ça fait presque comme un rugby. Si on essaye d'avoir la chambre de remplissage et de chasse, ça fait plutôt un croissant. C'est quand même un peu la forme qui est là, ce ventricule droit. Et si on prend le contact du ventricule droit, c'est plutôt triangulaire. Donc en effet, c'est pas comme le ventricule gauche, quelque chose qu'on peut de façon automatique modéliser et avoir un accès facile à sa fonction aussi bien globale que segmentaire. Donc analyse difficile. Pour évaluer la fonction donc, globale de ce ventricule droit, il y a bien sûr plein de techniques. Il y a la thermodilution, la ventriculographie qui est invasive et irradiant, la scintigraphie, l'échographie qu'on vient de voir, mais comme on a vu, la visibilité est difficile, surtout du fait que c'est juste rétrosternal. Et l'IRM actuellement est une méthode qui est souvent préférée, même de référence. Et tout nouvellement, il y a le scanner nucléodétecteur qui est venu, mais qui reste quand même une méthode irradiante. Donc déjà visuellement, on a les différents paramètres aussi qui ont déjà été décrits en échographie avec l'interdépendance interventriculaire, le rapport VD-VG, quand le VD est plus grand que le VG en 4 cavités, ça signe une dilatation du ventricule droit. On a les signes de surcharge VD. Ici, donc, vous voyez le ventricule droit qui est très 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 dilaté avec des parois qui sont assez kinétiques. Vous voyez cette verticalisation donc de ce septum en diastole qui donne un D-shape, comme on l'a dit, au ventricule gauche qui signe une surcharge en volume du ventricule droit. Alors comment on va mesurer cette fonction du ventricule droit? Donc, en IRM, on a des logiciels plus ou moins automatisés qui permettent d'avoir le contour télésystolique et télédiastolique et le contour épicardique des ventricules. Comme ça, on arrive à
avoir le volume télédiastolique, le volume télésystolique. On le mesure sur différentes groupes. Vous voyez, on part de l'apex jusqu'à la base, et ce qui permet de faire un Simpson dans les meilleures conditions, un vrai Simpson. C'est pour ça que ça reste une des méthodes qui est le plus reproductible et la méthode de référence pour avoir le volume VG et VD. Alors pour le ventricule gauche, on arrive à automatiser un peu. Pour le ventricule droit, c'est très très difficile. Vous voyez, on le fait manuellement, et même en le faisant manuellement, il y a des zones qui restent très très difficiles, notamment ici, par exemple, proche de l'infundibulum, vers la base. On voit la notritus ici, c'est très difficile. Donc il y a une courbe d'apprentissage, il faut que les gens viennent, apprennent comment faire le contourage, et donc je ne vous cache pas que c'est chronophage. Il y a une autre façon de faire cette contourage et avoir ces contours télédiastoliques et télésystoliques du ventricule droit, c'est en faisant la surface sur les coups de 4 cavités. Donc on a une suite de coups de 4 cavités, et on fait des surfaces, et on finit par avoir un volume. C'est quand même, dans la plupart des études, la méthode sur le petit axe qui est le mieux rapportée, corrélée, reproductible comme étant la méthode de référence pour avoir les volumes et la fonction du ventricule droit. C'est très important parce que maintenant ça rentre non seulement dans des critères pronostiques, dans des critères thérapeutiques pour la chirurgie, par exemple des maladies de Fallot, s'ils ont une insuffisance pulmonaire, ou passe la dilatation du ventricule droit, et il y a des seuils qui sont bien définis. Pour le diagnostic de la DVDA, pareil. En effet, si on veut passer moins de temps, parce que comme je disais, c'est très chronophage, il y a aussi le TAPS, comme il a déjà été décrit en échographie. Donc pour nous, c'est vrai qu'on a différentes dimensions pour voir le TAPS, mais il va être différent dans chaque endroit, parce que la notricus n'a pas la même excursion dans ces différents endroits. Donc on prend comme en échographie l'image de 4 cavités. On prend un point télédiastolique, un point télésystolique, et on trace de cette façon-là la distance, et ça donne notre TAPS. Et sur une étude qu'on avait fait, en fait, c'est assez bien corrélé dans différentes pathologies, la DVDA, le CMH, le CMD, avec la fonction ventriculaire droite, avec un seuil de 18 mm pour une FEVD inférieure à 45%, et en effet de 14 mm pour une fonction globale du ventricule droit inférieure à 14%. Là j'aborde une partie qui est un peu plus difficile, c'est la fonction segmentaire du ventricule droit. Pourquoi difficile? Parce que pas facile d'avoir sur pas mal de techniques, et peut-être une manque de méthodologie aussi. On pense, quand on parle du ventricule gauche, on a clairement dans la tête les différents segments. Pour le ventricule droit, il n'y a pas de segment toujours bien défini, et dans différents papiers, on trouve différents segments. Donc maintenant, sur une étude multicentrique qu'on est en train de faire, centrée sur la pitié pour l'IRM à Georges Pompidou, et qui prend différents centres en France sur l'étude de dysplasie ventriculaire avec le jeune. On s'est mis d'accord entre scintigraphie, angiographie pour définir ces segments, et anatomie, bien sûr. La paroi inférieure, l'apex, la paroi libre que vous voyez ici, avec une partie qui est moyenne, une autre partie qui est basale, si vous pouvez les voir en petit axe, et l'infundibulum pulmonaire qu'on retrouve ici. Donc en ayant cette approche systématique, en fait, on arrive à voir l'excursion et le mouvement de ces différentes parois, et essayer de faire comme en angiographie conventionnelle, où on arrive vraiment à mesurer cette contraction systolique-diastolique du ventricule droit, mais qui, si vous voyez, vraiment antérieure, qui a des zones akinétiques et des zones dyskinétiques.
Donc en IRM on fait pareil, vous voyez ici une normokinésie, ça veut dire que ici vous avez la ligne télédiastolique, j'ai vu la flèche, ici vous avez la ligne télésystolique, donc tout ça c'est l'excursion, ça veut dire que vous avez une très bonne fonction sur cette paroi-là. Ici par contre vous voyez, ça ne bouge pas du tout, donc c'est akinétique. Et évidemment quand ça traverse, ici vous avez une dyskinésie. Vous avez la dyskinésie ici en image, ça peut paraître évident. Vous voyez, vous avez des parois ici qui bougent dans le bon sens, et là, en systole, ça va dans le mauvais sens. Et quand on fait ce genre de technique pour retracer, on voit ces deux groupes se croiser et ça signe la dyskinésie. Un autre exemple d'un homme de 54 ans qui était venu pour une TV soutenue avec un bloc de branche gauche et des potentiels tardifs positifs. En écho, ils avaient trouvé un délai, un amincissement de la paroi inférieure. Et comme vous voyez ici, en fait, la paroi inférieure, c'est celle qui est normale. Et on a surtout une hypertrophie isolée du reste du ventricule droit. On va revenir à la fonction. Qu'est-ce qu'on peut faire encore dans le ventricule droit pour étudier le ventricule droit en IRM? On a la caractérisation tissulaire. En fait, l'IRM est un instrument biochimique dans lequel on peut regarder la graisse de façon très sélective et ou l'enlever ou enlever l'eau qui l'entoure. Ici, vous avez sur une paroi du ventricule droit d'une patiente jeune morte de dysplasie ventriculaire droite arythmogène. Les séquences que j'ai fait ici, j'ai enlevé l'eau, le muscle, le signal du muscle, vous voyez très bien la graisse. Ici c'est la graisse épicardique, ici c'est la graisse dysplasique. Et vous avez l'image inversée ici avec cette infiltration graisseuse qu'on voit là, avec la corrélation en alapate avec plein de fibrose autour, donc infiltration fibro-adipeux de la graisse. Mais in vivo, c'est pas la même chose. In vivo, on manque de résolution spatiale pour le ventricule droit. Et vous voyez pour une paroi de 2-3 mm, avec notre résolution de 4 à 8 mm, on a vraiment du mal à faire cette caractérisation du ventricule droit. Par contre, on verra la graisse dans le septum ou dans le ventricule gauche, et donc on pourra dire si par exemple il y a un envahissement, enfin une forme biventriculaire plutôt d'une dysplasie ventriculaire droite arythmogène. On peut faire aussi du caractérisation tissulaire en cherchant de la fibrose, et c'est le fameux rehaussement tardif. Ça veut dire que 10 minutes après une injection de gadolinium, une double dose de gadolinium, on annule le signal du myocarde normal et on voit où est-ce qu'il n'y a pas eu de lavage du produit de contraste. C'est dans ces zones-là où il y a eu s'il y a de la fibrose, en fait le produit de contraste est enchâssé dans la matrice extracellulaire et reste pendant longtemps. Et selon sa localisation, on peut parler d'infarctus, de nécrose, de myocardite, c'est intramural sous-épicardique, et aussi de fibrose, comme ici dans la CMH, dans les CLD, mais aussi dans les dysplasies ventriculaires droite arythmogène, comme ici, vous avez une forme ici, sur le ventricule droit, vous avez ce hypersignal qui signe une infiltration fibrotique. Mais tout ça c'est bien joli. Par contre, dans les critères qui ont été redéfinis par la Task Force pour le 2010, qu'on parle des critères majeurs ou des critères mineurs en IRM, on ne parle que de ce qui est fonctionnel. Et tout d'abord, la quantification des volumes et de la fraction d'éjection. Il faut que, en fait, une de ces deux soit altérée et qu'il soit après associé à une akinésie, dyskinésie ou un asynchronisme pour qu'on ait un critère majeur ou mineur. Ce qui veut dire que si votre fraction
fraction d'éjection du ventricule droit ou votre volume d'aile diastolique du ventricule droit sont normaux, on n'a pas de dysplasie ventriculaire portale arythmogène, il ne faut même pas aller plus loin, selon les nouveaux critères. Donc, ça serait un cas, par exemple, vous voyez une dilatation assez évidente donc, du ventricule droit, avec cette dyskinésie de la paroi inférieure chez cet homme de 65 ans qui a fait un malaise avec des palpitations et qui a des TV déclenchables. Et cette partie-là aussi, vous voyez, infundibulaire qui est un tout petit peu dyskinétique. Ceci dit, ça pose un problème quand même parce que pour l'instant, ils n'ont pas été remis en question ces critères-là, mais ça veut dire que ça systématise beaucoup. Partout, on peut le lire de façon très systématisée et précise. Mais, comme vous le savez sans doute, dans l'histoire naturelle de la DVD, il y a une phase préclinique où il n'y a pas de dilatation du ventricule droit, où il n'y a pas de baisse de fraction d'éjection du ventricule droit, mais où les morts subites sont très importantes, sont même plus importantes, avec des risques d'arythmie ventriculaire. Donc, avec ces nouveaux critères, on perd quand même pas mal de la sensibilité, et on peut rater les formes frustres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore en IRM concernant le ventricule droit? On peut faire des séquences en contraste de phase de la vélocimétrie et mesurer des vitesses, des flux, des débits. Ici, donc on peut le faire pour l'aorte et pour évaluer une insuffisance aortique, mais encore pour l'insuffisance pulmonaire qui est peut-être parfois encore plus difficile en échographie. On peut le faire, donc on se met dans l'axe de notre artère, ici l'artère pulmonaire, et on voit le flux antérograde, comme sur ce schéma, et le flux rétrograde, et on peut déduire donc une fraction de régurgitation, ici évaluée à 55%. On peut aussi, en faisant le rapport du débit pulmonaire et du débit systémique, voir si en effet il y a un effet shunt droit-gauche qui serait si le débit pulmonaire supérieur à 1 est significatif s'il est supérieur à 1,4, comme dans les communications interauriculaires par exemple. Ici j'ai le cas d'un jeune homme de 15 ans sportif dans un club de foot qui à l'échographie avait une écho-cœur, une VD dilatée, comme vous pouvez le voir ici, avec une fraction d'éjection un peu diminuée, mais ils avaient dit que l'écho était un peu difficile, et sur les premières séquences fonctionnelles, ce qui m'avait un peu étonné, c'est ce flux qui vient d'ici, dans la veine cave supérieure, et en fait ce sont des retours veineux pulmonaires anormaux qui arrivent ici dans un sinus venosus. Là, ce sont des séquences d'angiographie IRM, c'est-à-dire qu'on a fait une injection d'otarem, de gadolinium, et on voit ici cette communication très haute interauriculaire, donc un sinus venosus avec des retours veineux pulmonaires anormaux. Dans l'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire aussi, il y a beaucoup de papiers qui sont sortis sur le VD. Il y a bien sûr en co-cas de cavité les rapports de surface, les diastoliques du VD et du VG, inférieur à 0,6. Il y a la mesure des vitesses comme on a vu dans l'artère pulmonaire. Dans l'HTP, ils sont diminués avec une seuil inférieure à 14 mètres par seconde, centimètres par seconde. Et pour la compliance de l'artère pulmonaire, on a la variation de la surface qu'on peut voir, et aussi bien pour l'aorte, on peut faire mesurer la compliance et la rigidité aortique. Pour l'artère pulmonaire aussi, on peut avoir la variation de la surface de l'artère pulmonaire, et c'est une donnée importante qui, si on a plus moins de 40% de variation, on a une sensibilité de 93%, et moins de 24% de variation, on a une spécificité de 95% pour dire qu'il y a une HTP pulmonaire. Donc on a vu qu'en IRM, on peut faire de la caractérisation tissulaire, on peut évaluer de façon très précise
la fonction globale, qu'on a de plus en plus en train de systématiser. On est en cours de faire des études pour même automatiser la fonction régionale du ventricule droit, et on peut faire des mesures de vitesse, de débit et de flux pour évaluer les charges et les régularisations. Merci de votre attention.